Bonjour à tous, mon nom est Charlotte Caudron, et je suis agronome et je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'évolution du climat de la région Chaudière-Appalaches. Avant de vous présenter les indicateurs agroclimatiques de la région, je voulais simplement vous mentionner que l'ensemble des informations de la présentation nous proviennent d'Ouranos. Ouranos, c'est un consortium québécois en climatologie régionale. Les scénarios qu'ils ont utilisés sont les scénarios climatiques qui sont aujourd'hui considérés les plus crédibles. Cependant, c'est un milieu qui évolue quand même rapidement. Ensuite de ça, l'ensemble des informations que je vous présente seront à l'échelle de la région. Vous allez avoir à chaque fois un historique passé qui est finalement la moyenne des années 1991 à 2020 et enfin un scénario futur qui sera la moyenne des années 2041 à 2070. On appelle également cette plage de temps l'horizon 2050. Le premier indicateur que je voulais vous présenter, c'est les températures moyennes annuelles. Mais avant de vous montrer l'évolution de l'indicateur dans la région, je voulais d'abord vous présenter un petit peu comment vont fonctionner la présentation des cartes ici. Donc à gauche, vous retrouvez l'historique pour l'indicateur, c'est-à-dire la moyenne des années 1991 à 2020. À gauche, vous retrouvez la même chose, mais pour le futur cette fois-ci, c'est-à-dire la moyenne de 2041 à 2070 de l'indicateur présenté pour la région. Au milieu, vous retrouvez la légende qui est commune aux deux cartes. Et enfin, en bas, vous retrouvez l'encadré qui va vous présenter la valeur moyenne pour la région. Maintenant, si on s'intéresse à l'évolution de cet indicateur, donc des températures moyennes annuelles, ce que vous voyez, c'est que historiquement, les températures moyennes annuelles pour la région de Chaudière-Appalaches étaient de 4,4 degrés Celsius, alors que dans le futur, on peut s'attendre à une augmentation de 2,3 degrés Celsius, ce qui nous ferait passer les températures moyennes annuelles dans le futur à 6,7 degrés en moyenne. Ce que vous voyez maintenant dans l'encadré entre parenthèses ici, c'est l'incertitude des modèles, c'est-à-dire que selon les émissions de gaz à effet de serre qui seront effectivement émises dans l'atmosphère, il pourrait y avoir une évolution qui soit plus ou moins grande, et c'est ce qui est représenté entre parenthèses. Ce que vous voyez maintenant ici, c'est encore une fois l'évolution des températures moyennes, mais cette fois-ci représentée par mois et non pour l'année complète. Donc vous voyez en noir la courbe 1980-2020. Donc encore une fois, c'est la moyenne des températures moyennes mensuelles pour ces années-là. Et en rouge, vous avez la même chose, mais pour les années 2041 à 2070. La première chose qu'on voit, c'est que finalement, la courbe rouge est toujours au-dessus de la courbe noire. Ça veut dire que les températures moyennes mensuelles augmentent quels que soient les mois de l'année. Ensuite de ça, la deuxième observation qu'on peut faire, c'est que selon les mois, l'écartement entre les deux courbes est un petit peu différent. Si on regarde ici les mois de printemps, donc d'avril, mai, juin, on remarque que l'écartement est peut-être un petit peu plus faible que lors des mois d'hiver, par exemple, comme le mois de janvier et le mois de décembre, juste ici. Puis ça, on le retrouve effectivement sur plusieurs indicateurs où on a vraiment une augmentation des températures plus importante en hiver que lors du reste de l'année. À droite, je vous ai remis le même encadré que présenté juste avant. Il s'agit de la température moyenne annuelle, cette fois-ci, donc la moyenne sur l'année de ce que vous voyez sur le graphique ici. Ensuite de ça, en ce qui concerne les précipitations, donc vous voyez ici les précipitations totales par mois. Puisqu'on voit, même chose que le graphique précédemment, certains mois, on observe une certaine augmentation des précipitations totales. Cependant, pour d'autres mois, on a une certaine stagnation, donc ça bouge beaucoup moins, voire même une petite diminution certains mois pour Chaudière-Appalaches. Puis finalement, si on résume ça, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré ces petites diminutions certains mois, on a quand même globalement, durant toute l'année, une augmentation des précipitations totales de environ 60 mm, donc pour passer d'une moyenne de 1144 mm pour toute la région en 1991-2020 à une moyenne de 1204 mm dans le futur, donc dans l'horizon 2050. Avant de vous présenter les autres indicateurs agroclimatiques pour la région, je voulais m'arrêter pour vous parler un petit peu des événements extrêmes.
Pourquoi on en parle? Parce que c'est des événements qui peuvent fortement affecter les cultures et les élevages, donc l'agriculture de manière générale. Cependant, tous les événements extrêmes ne peuvent pas être liés à l'évolution du climat, au changement climatique. Il y a certains événements extrêmes qui n'ont pas de lien direct avec les changements climatiques, qui sont vraiment uniquement dus à la variabilité naturelle du climat, qui fait qu'on n'a pas exactement la même température d'une année sur l'autre, qu'on n'a pas exactement les mêmes précipitations, par exemple. Ensuite de ça, la dernière chose à mentionner au sujet des événements extrêmes, c'est que les connaissances évoluent rapidement. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est le plus à jour en 2022, mais encore une fois, ça peut évoluer dans les prochaines années au fil des connaissances qui sont acquéries d'une année sur l'autre. Donc, comme je vous le disais, malgré le fait que les connaissances évoluent encore sur ce sujet, nous sommes quand même certains qu'il devrait y avoir dans le futur moins de vagues de froid extrême. Également, il devrait y avoir plus de vagues de chaleur qui seront plus longues et plus chaudes. Ensuite de ça, nous sommes presque certains, donc c'est-à-dire avec un niveau de certitude un petit peu moins élevé, qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrêmes et plus intenses. Et ensuite de ça, on pense qu'il y aura plus de cellules orageuses localisées et intenses, notamment en été. Enfin, les phénomènes pour lesquels nous en savons moins, c'est par exemple le verglas, parce que c'est un phénomène qui est difficile à simuler et il n'y a pas encore suffisamment d'études pour avoir des tendances claires. Malgré ça, on a quand même une tendance qui semble se dégager, qui serait à la baisse pour le sud du Québec, donc moins de phénomènes de verglas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout dans le futur. Ensuite de ça, au niveau des rafales de vent, malgré le fait qu'on a observé une certaine évolution des vents extrêmes dans les dernières années, pour le moment, il n'y a pas encore de signal clair au niveau des prévisions futures et il n'y a pas non plus de liens clairs qui ont été établis avec le changement climatique pour ces phénomènes. Enfin, pour la grêle, c'est un phénomène qui est encore à l'étude pour lequel nous n'avons pas encore de tendance claire. Donc, si on revient maintenant à la région de Chaudière-Appalaches, je vais d'abord vous présenter les indicateurs agroclimatiques pour la saison hivernale et ensuite de ça, on ira regarder pour la saison estivale, la saison de croissance finalement. La première chose que je vais regarder au niveau de la saison hivernale, c'est les températures minimales en hiver. Donc, sur le graphique que vous voyez ici, je vous ai représenté la minimum de la température minimale du mois de janvier. Donc, il s'agit vraiment de la température la plus froide de l'année, vu qu'il s'agit du mois le plus froid de l'année. Et on regarde le minimum de la température minimale. Pour vous présenter un petit peu d'abord comment fonctionnent ces graphiques-là, donc, ce que vous avez ici en abscisse, ce sont les années. Donc, ça va finalement de 1970 à peu près à 2070. Donc, on a à peu près un 100 ans qui est représenté juste ici. Et ensuite de ça, juste ici, vous allez retrouver à chaque fois les ordonnées, c'est-à-dire l'indicateur présenté à l'écran. Donc, ici, vous avez finalement les températures minimales pour le mois de janvier. Puis, ce que vous voyez maintenant dans le graphique juste ici, en pointillé juste ici, ce sont les observations qui ont été effectivement faites chaque année depuis les années 70. Puis, ce que vous voyez ici en rouge et en bleu, ces deux courbes-là, ce sont finalement les scénarios climatiques, c'est-à-dire les projections pour le futur de cet indicateur-là. Donc, ce que vous voyez en bleu ici, c'est le RCP 4.5 qui est finalement le scénario qu'on appelle optimiste qui finalement dit que les émissions de gaz à effet de serre mondiales, on sera capable de les réduire dans un avenir assez court terme. Au contraire, vous avez en rouge ici la courbe qui représente le RCP 8.5 qui est le scénario qu'on appelle pessimiste, qui veut que les émissions de gaz à effet de serre mondiales soient réduites, mais peut-être à un petit peu plus long terme. Donc, vous avez finalement ces deux scénarios juste ici, et nous nous présentons à chaque fois la médiane entre ces deux scénarios qui fait finalement un scénario plausible qui pourrait se passer selon justement les émissions dans le monde. En vert maintenant, vous avez finalement l'enveloppe de ces scénarios-là, c'est-à-dire toutes les valeurs qui
qu'on pourrait attendre, qu'on pourrait observer, car évidemment, ce sont des modèles, donc il y a une certaine incertitude qui est liée à ces modèles-là. Donc, ce qu'on voit maintenant pour notre indicateur de température minimale pour les mois d'hiver, c'est que finalement, il y a une augmentation des températures minimales, quel que soit le mois d'hiver que l'on regarde, décembre, janvier ou février. On le voit bien ici sur le graphique pour le mois de janvier. Puis, cette augmentation se fait finalement entre 4,2 degrés Celsius pour le mois à 4,3 degrés Celsius pour le mois. Donc, on passerait finalement d'une température la plus froide à environ moins 29 degrés Celsius à une température de moins 24,7 degrés Celsius pour les années futures pour notre horizon 2050, c'est-à-dire la moyenne de 2041 à 2070. Donc, on a là finalement la preuve de ce que je vous disais juste avant, qu'on voit vraiment qu'il y a moins de froid extrême dans le futur. Si on regarde maintenant les cycles de gel-dégel, donc un cycle de gel-dégel, c'est vraiment une journée où on a une température maximale positive et une température minimale négative dans la même journée. Donc ce que ça veut dire finalement, c'est que c'est une journée où on a une variation de température autour de zéro. Donc on va avoir potentiellement du gel et du dégel dans la même journée. Donc, si on regarde le tableau qui est présenté juste ici, vous voyez qu'au niveau de l'année complète, on a une certaine diminution de ces événements-là, vu qu'on passe de 83 jours de cycle de gel-dégel pour les années 1991-2020 à 71 jours dans le futur pour la moyenne des années 2041 à 2070. Donc, une diminution de 12 jours sur l'année. Mais si on regarde maintenant durant l'hiver, on a une augmentation de 4 jours de ces cycles de dégel, gel-dégel-là, vu qu'on passe de 19 jours seulement pour la moyenne des années 1991 à 2020 et à 23 jours pour la moyenne des années 2041 à 2070. Donc, ce que ça veut dire finalement, c'est qu'on a une certaine concentration de ces épisodes-là durant l'hiver. Donc, il y en aura moins au printemps, il y en aura moins à l'automne, mais il y en aura plus durant l'hiver. Donc, ça demande peut-être une plus grande vigilance durant les mois d'hiver finalement. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, maintenant, en ce qui concerne les précipitations hivernales, donc uniquement pour les mois de décembre, janvier et février, comme on l'a vu dans le graphique sur l'évolution mensuelle tout à l'heure, il y a une certaine augmentation de ces précipitations-là. Donc ici, le graphique que vous voyez vous représente vraiment toutes les précipitations, c'est-à-dire à la fois les précipitations sous forme de pluie, mais aussi les précipitations sous forme de neige. Puis quand on regarde les valeurs finalement, on voit on passe de 245 mm de pluie pour notre historique des 30 dernières années à finalement 267 mm de pluie dans le futur pour notre horizon 2050. Donc on a une augmentation de 22 mm de pluie pour les 3 mois d'hiver. Donc, ce que je viens de vous présenter, c'est à la fois les précipitations sous forme de pluie et de neige confondues, mais on voulait aller un petit peu plus loin finalement pour savoir est-ce que les types de précipitations qu'on va recevoir dans le futur vont évoluer ou pas. Donc, c'est ce qu'on a essayé de représenter dans ce tableau juste ici. Donc, ce que vous retrouvez finalement, c'est pour chacun des mois de la saison froide, on va dire, c'est-à-dire d'octobre à avril, vous allez retrouver la quantité de pluie qui est tombée chacun des mois, la quantité de neige qui va tomber chacun des mois et le ratio de pluie versus précipitation totale, c'est-à-dire finalement le pourcentage des précipitations qui tombent sous forme de pluie. Puis vous avez retrouvé ces informations pour notre horizon passé et notre horizon futur. Ensuite de ça, juste ici, vous avez les totaux intermédiaires, c'est-à-dire le total pour chacun des types de précipitations. Et enfin, le total de toutes les précipitations qui vont tomber durant ces mois froids juste là. Donc, si on regarde maintenant au niveau de l'interprétation de ces données-là, ce que vous voyez au niveau du total intermédiaire juste ici, c'est que quand on regarde notre total de pluie pour notre horizon passé, on passe de 302 mm de pluie durant les mois d'octobre à avril à 379 dans le futur. Donc, on a une nette augmentation de millimètres de pluie pour ces mois-là. Et quand on regarde au niveau de la neige, ce qu'on voit, c'est qu'on passe de 282 cm de neige ou millimètres en équivalent en eau de la neige à
258 mm pour notre horizon 2050. Donc ça, on voit qu'il y a une nette diminution à ce niveau-là. Puis quand on regarde le ratio, ça nous confirme cette évolution-là. On passe de finalement 51%, donc à peu près un tout petit peu plus que la moitié des précipitations qui étaient sous forme de pluie dans le passé, à 59% des précipitations qui seront sous forme de pluie dans le futur. Si on regarde maintenant les mois les plus froids, on peut voir qu'il y a quand même une nette augmentation. Donc si je prends par exemple le mois de janvier ou le mois de décembre ou le mois de février, ce qu'on voit c'est que pour le mois de décembre par exemple, on passe de 26% de précipitations qui étaient sous forme de pluie en 1991-2020 à 38%. Donc finalement, on passe de un quart de précipitations sous forme de pluie à plus d'un tiers des précipitations sous forme de pluie. Donc on a vraiment une augmentation de la pluie durant les mois froids. Donc ça peut encore une fois avoir des conséquences sur votre exploitation. Puis, si on regarde au niveau maintenant des totaux, comme on a vu dans la diapo précédente, on voit vraiment que les précipitations en hiver, durant la saison froide finalement, vont augmenter assez nettement entre notre horizon passé et notre horizon futur, qui est donc 2041-2070. Donc là, on a vu un petit peu les précipitations totales, les précipitations sous forme de pluie, mais maintenant, qu'en est-il de la neige? Donc ce que vous voyez juste ici, c'est la durée de la période d'enneigement, c'est-à-dire la période de temps où on a un minimum de 3 cm ou environ 1 pouce de neige au sol. Donc vous voyez que cette période-là va grandement diminuer en Chaudière-Appalaches, vu qu'on perd 44 jours avec de la neige au sol, donc finalement un mois et demi en moins avec de la neige au sol. Donc on passe de 146 jours pour la période 1999-2010, ce qui fait à peu près presque 5 mois de neige, à finalement seulement 102 jours pour notre horizon 2050, qui représente à peu près un petit peu plus que 3 mois de neige, donc avec 3 cm ou 1 pouce de neige au sol. Donc vous voyez là que la période historique, c'est-à-dire notre horizon passé, est un petit peu différent de ce que je vous ai montré jusqu'à présent, simplement parce que les modèles sont des modèles différents qui ont des pas de temps différents. Si on regarde maintenant l'épaisseur de la neige qui sera tombée au sol, c'est l'indicateur que vous avez juste ici sous les yeux. Donc là, on regarde vraiment l'épaisseur maximale. Puis vous voyez que dans l'encadré juste en bas, c'est en millimètres. Et donc pourquoi c'est en millimètres? C'est parce que c'est vraiment la quantité d'eau, on regarde vraiment la quantité d'eau qui est contenue sous forme de neige au moment où l'accumulation est maximale. Donc c'est-à-dire que le moment où il y a le plus de neige qui est tombée, on va aller faire fondre cette neige-là et calculer finalement l'équivalent en eau donc de la neige. Donc finalement, mais on peut quand même faire un parallèle entre les millimètres d'équivalent en eau et les centimètres de neige, sachant qu'un millimètre peut être environ équivalent à 1 cm de neige avant le tassement, avant la maturation de la neige. Donc évidemment, les valeurs réelles sont plus faibles que ce que vous voyez ici. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est qu'on passe d'une moyenne pour la région de 204 mm de neige au moment où il y en a le plus, c'est-à-dire environ 204 cm de neige avant maturation, avant tassement de la neige, etc., à seulement 120 mm. Donc, on divise pratiquement par 2 la quantité de neige au moment où il y en a le plus dans la région. Donc, on perd finalement presque 1 mètre de neige dans le futur. Donc cette diminution de la neige, cette augmentation des pluies durant l'hiver peut avoir finalement différentes conséquences. Une des conséquences de ces modifications-là, même au niveau des modifications au niveau de la température, c'est finalement le potentiel d'endurcissement de nos plantes fourragères dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc en fait, le potentiel d'endurcissement ou l'endurcissement, c'est vraiment le processus au cours duquel la plante va relocaliser l'énergie de ses parties aériennes à ses racines pour finalement se préparer à passer l'hiver et à résister au froid. Puis, ce qu'on voit ici, c'est vraiment le niveau d'endurcissement de la plante, c'est-à-dire le nombre de degrés froids qu'elle va pouvoir accumuler au cours de cette période-là pour finalement se préparer à l'hiver. Puis on estime qu'il faut environ 100 degrés froids pour des fourrages
pour être suffisamment endurcie. Donc, ce qu'on voit pour la Chaudière-Appalaches, c'est que malgré finalement toutes les modifications qu'on a vues, on va quand même garder un niveau de degré froid qui est assez constant. Donc, on passe de 94 degrés froid à 95 degrés froid. Donc, finalement, on gagnerait même des degrés froids, ce qui veut dire que finalement, le potentiel d'endurcissement des plantes fourragères ne devrait pas être trop affecté par les changements climatiques à ce niveau-là. Cependant, ce qu'on voit, c'est que même si finalement au niveau de l'endurcissement, la plante va réussir à s'endurcir pour passer l'hiver, les changements qu'on a vus vont quand même avoir un petit impact sur les potentielles pertes d'endurcissement pour la plante. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc en fait, la perte d'endurcissement, c'est vraiment finalement, une fois que la plante est endurcie, durant l'hiver, si jamais il y a des températures positives, si jamais il fait chaud finalement durant l'hiver, et bien la plante peut commencer à se réveiller un petit peu. Et donc, ce phénomène-là peut influencer sa survie à l'hiver. Puis, ce qu'on voit ici avec le graphique qui est représenté juste ici, c'est que finalement, au niveau de cette perte d'endurcissement, il est possible qu'il y ait une certaine augmentation de cette perte d'endurcissement. Donc, on passerait finalement de 23 degrés jour bas zéro à 27 degrés jour, c'est-à-dire qu'il y aurait finalement plus de journées au-dessus de zéro dans le futur que ce qu'il y a actuellement. Donc ça pourrait être un enjeu pour la survie à l'hiver des plantes fourragères. Donc on vient de voir l'ensemble des indicateurs pour la saison hivernale en Chaudière-Appalaches. Avant de passer à la saison de croissant, je vais juste vous faire un petit rappel des évolutions attendues du climat pour la saison froide. Donc on a vu qu'on avait une augmentation des températures hivernales pour la région de Chaudière-Appalaches. Donc ça veut dire finalement qu'on va avoir moins de froid extrême, mais on va aussi avoir une concentration des cycles de gel-dégel durant les mois d'hiver. Ensuite de ça, on a vu également au niveau des précipitations une certaine augmentation des précipitations qui sera majoritairement sous forme de pluie, avec finalement un petit peu moins de neige qui va tomber, que ce soit en termes d'épaisseur, mais aussi en termes de durée de la période d'enneigement. Puis enfin, on a vu que le potentiel d'endurcissement allait rester relativement stable, mais qu'on avait peut-être une petite légère augmentation de la perte d'endurcissement, donc qui pourrait potentiellement avoir un impact sur la survie des plantes à l'hiver. Donc sans plus tarder, on va aller regarder maintenant les indicateurs pour la saison de croissance. Donc le premier indicateur que je vais vous présenter pour la saison de croissance, c'est évidemment la date de début. Donc vous avez ici sous les yeux cette date pour la région de Chaudière-Appalaches. Donc en fait, on calcule le début de la saison de croissance lorsqu'on a un minimum de 5 jours consécutifs avec une température moyenne de 5,5 degrés Celsius. Puis vous voyez ici la légende est en jours juliens, c'est-à-dire le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier. Donc on voit ici que pour la région de Chaudière-Appalaches, la date de début de la saison de croissance pour les plantes fourragères va être devancée dans le futur. Donc on passerait d'une moyenne du 25 avril pour la région pour les 30 dernières années à une moyenne de 16 avril pour notre horizon 2050. Donc on aurait un devancement de ce début de la saison de croissance de 9 jours. De la même manière, on peut regarder aussi le dernier gel printanier à moins 2 degrés Celsius. C'est ce qui est représenté sur la carte ici. Puis vous voyez qu'on a la même légende en jour julien. Ça va être la même chose pour toutes les cartes avec des dates que je vais vous présenter. Puis ce qu'on voit pour la région de Chaudière-Appalaches, c'est que comme pour la saison de croissance, la date du dernier gel va être devancée de 10 jours cette fois. Donc on passerait d'un dernier gel en moyenne au 1er mai dans les 30 dernières années à un premier gel en moyenne autour du 21 avril pour notre horizon 2050. Donc ce qu'on vient de voir finalement, c'est que la date de début de saison de croissance, elle est devancée de 9 jours. La date du dernier gel au printemps, elle est devancée de 10 jours, donc un petit peu plus. On pourrait se demander d'abord, est-ce que c'est la même chose en automne? Donc c'est ce que vous voyez dans ce tableau juste ici. Eh bien, à l'automne, le premier gel est lui aussi devancé de 10, en fait, est retardé de 10 jours. Et la date de fin de saison de croissance, elle est retardée de 9 jours seulement. Donc finalement, ce qu'on a essayé de rassembler dans ce tableau-là, c'est pour vous montrer que finalement, il va y avoir un petit décalage qui va se créer entre les derniers gels et le début de la saison de croissance qui pourrait être en la faveur de l'agriculture, vu que finalement, nos gels vont arriver plus tôt, notre dernier gel va arriver plus tôt
au printemps dans le futur et va arriver plus tard à l'automne dans le futur. Ce qui veut dire finalement que la période sans gel va être plus longue elle aussi et qu'elle va augmenter un petit peu plus que la période que notre saison de croissance, qui fait finalement que c'est possible qu'il y ait un petit peu moins de gel tardif au printemps, de gel hâtif à l'automne dans le futur en Chaudière-Appalaches. Donc on voit finalement que la saison de croissance démarre plus tôt, les derniers gels est plus tôt également, mais la question maintenant c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir profiter de cet allongement de la saison de croissance ou pas. Puis finalement, ça dépend en partie des précipitations. Donc c'est ce que je vous ai représenté juste ici. Les précipitations au printemps, donc durant les mois de mars, avril et mai en Chaudière-Appalaches, encore une fois. Puis ce que vous voyez ici finalement, c'est qu'on a une certaine augmentation des précipitations durant ces mois-là, donc durant finalement les mois de semis. Mais ce qui est important à mentionner, c'est que vous voyez ici les observations sont extrêmement variables d'une année sur l'autre. Donc c'est possible que malgré cette tendance à l'augmentation, il y ait encore dans le futur des années très sèches au printemps et des années très pluvieuses également au printemps. Donc c'est bien important finalement de se préparer à toutes les éventualités. Donc comme on l'a vu avec les indicateurs précédents, effectivement la durée de saison de croissance augmente. Elle augmente autant au printemps qu'en automne dans la région et on gagne plus de 2 semaines finalement de température au-dessus de 5,5 degrés. Donc là où les plantes vont pouvoir être capables d'en profiter et de pousser. De la même manière que la saison de croissance augmente, les unités thermiques maïs aussi augmentent de manière substantielle dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc ce qui est représenté ici, c'est vraiment les UTM maximum potentiels. Donc encore une fois, si vous plantez votre maïs du premier jour où on le calcule jusqu'au dernier, mais évidemment, c'est pas possible de faire ça, c'est pas réaliste de faire ça. Donc c'est pour ça qu'évidemment, vous cultivez pas du 2500 UTM actuellement en Chaudière-Appalaches. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est vraiment l'évolution. Donc on voit qu'ils vont potentiellement gagner 600 UTM dans la région. Donc ça, c'est sûr que ça peut être une bonne nouvelle pour certaines fermes. Donc maintenant, on peut regarder aussi au niveau des degrés jours. Donc ça, c'est plutôt pour les entreprises qui vont faire vraiment des prairies, des fourrages. Donc finalement, ce qu'on regarde là, c'est vraiment la somme des degrés au-dessus de 5 degrés. Puis ce qu'on voit, c'est qu'on passe comme les UTM, on passe de 1668 degrés jour à 1113 degrés jour. Donc, on a une nette augmentation de 444 degrés jour dans le futur. Donc, encore une fois, qui peut être vraiment intéressant pour justement les entreprises. Donc, on vient de voir que l'augmentation des températures, ça peut avoir des côtés positifs au niveau des UTM, des degrés jour qui vont augmenter, mais ça a aussi des côtés plus négatif au niveau notamment des températures chaudes, des températures extrêmes chaudes. Donc ce qu'on voit ici, c'est le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés. Puis ce qu'on voit, c'est que sur la moyenne de Chaudière-Appalaches, vous étiez environ à 3 jours au-dessus de 30 degrés dans les 30 dernières années en moyenne, alors que dans le futur, pour notre horizon 2050, on passerait probablement à 15 jours où la température serait au-dessus de 30 degrés. Donc, on aurait un gain de 12 jours de ces températures extrêmes-là. Et évidemment, en plus des journées chaudes la journée, il peut aussi faire chaud la nuit. Donc, c'est ce que vous voyez ici avec ce graphique, donc du nombre de jours avec une température de nuit supérieure à 20 degrés. Puis pour la région de Chaudière-Appalaches, on passe finalement de une journée avec des températures de nuit supérieures à 20 degrés pour les années 1991 à 2020 en moyenne, à 6 jours pour notre horizon 2050. Donc on aurait finalement 5 journées de plus avec des températures de nuit supérieures à 20 degrés. Puis finalement, on regarde cet indicateur-là, car finalement, s'il fait chaud la journée, mais que la nuit, ça se rafraîchit bien, eh bien à ce moment, ça peut être moins compliqué finalement à supporter pour les animaux, moins problématique pour les cultures également, alors que finalement, lorsque les températures de nuit restent également chaudes, ça peut être plus difficile et entraîner un certain stress thermique. Et donc ici, avec cet indicateur-là, on reste toujours dans le même ordre d'idée. Donc on regarde finalement maintenant le nombre de canicules, c'est-à-dire une période de moins de 3 jours consécutifs
où la température maximale est supérieure à 30 degrés Celsius. Donc finalement, dans les 30 dernières années, en moyenne, en Chaudière-Appalaches, il n'y a pas eu de canicule en tant que telle, alors que finalement, dans le futur, quand on regarde notre horizon 2050, eh bien, il pourrait y avoir deux canicules, c'est-à-dire deux périodes de plus de 3 jours où la température est supérieure à 30 degrés Celsius. Donc on a vu maintenant quand même assez bien, assez détaillé l'évolution des températures en été, mais maintenant on va regarder un petit peu plus au niveau de l'eau. Donc ce que vous voyez ici, c'est le même graphique que je vous ai présenté tout à l'heure, mais je voudrais qu'on se focalise un petit peu plus sur les 3 mois d'été maintenant. Ce qu'on voit, c'est que les températures en moyenne pour ces 3 mois-là d'été vont augmenter de 2,3 degrés Celsius, mais que les précipitations finalement ne vont presque pas augmenter, elles vont rester finalement presque constantes dans le futur. Mais en plus de rester constantes ces précipitations, il va aussi y avoir une certaine évolution au niveau des périodes de sécheresse, des périodes sans pluie. Donc ces périodes sans pluie-là, nous, c'est vraiment des périodes où il y a moins de 3 mm qui tombent au sol, puis 3 mm, c'est environ la rosée. Donc c'est vraiment des périodes où il n'y a pas de pluie du tout. Puis quand on regarde finalement des périodes de 5 jours et plus, ce qu'on voit, c'est que finalement, il va y avoir plus de périodes sans pluie. Donc, on passe de 10 périodes sans pluie pendant 5 jours à 11 périodes dans le futur. Et si on regarde au niveau de la durée cumulée de ces périodes-là, on passe de 72 jours sans pluie à 80 jours sans pluie dans le futur. Donc, en plus du fait que sur les mois d'été complets, on a moins de précipitations de manière générale cumulée, et bien en plus de ça, elles seront réparties un petit peu différemment et avec des périodes finalement où on n'aura pas du tout de pluie. Ces évolutions finalement, ça peut se traduire au niveau du bilan hydrique de la région. Donc ce que vous avez ici, c'est vraiment le bilan hydrique mensuel pour la région. Donc c'est vraiment la différence entre les précipitations mensuelles et l'évapotranspiration potentielle du couvert végétal. Pour ici, la référence qu'on a prise, c'est vraiment une prairie rase. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est que mois par mois, donc vous avez en vert 1991-2020, en orange notre horizon 2050, donc 2041-2070, ce qu'on voit, c'est que finalement, le déficit hydrique durant les mois d'été s'aggrave avec les changements climatiques. Et si maintenant on cumule ce déficit hydrique, ben finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il va s'aggraver avec les changements climatiques, comme on passe à la fin de l'été en Chaudière-Appalaches d'un déficit hydrique de 57 mm à un déficit hydrique de 81 mm pour la fin de l'été en Chaudière-Appalaches pour la période finalement 2041-2070. Donc, on a vraiment une aggravation de ce déficit hydrique qui est due à la fois par des températures plus chaudes, donc des besoins des plantes plus élevés, mais également des précipitations qui finalement, elles, ne vont pas augmenter durant l'été et donc ne vont pas répondre finalement aux besoins des plantes. Donc, ce schéma-là, c'est évidemment sans tenir compte de la réserve en eau des sols qui n'est pas du tout calculée ici. Puis, cet indicateur-là nous montre bien qu'il peut y avoir vraiment un risque de déficit hydrique, de stress hydrique au niveau des plantes dans le futur. Donc maintenant, l'été est passé, puis la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce qu'on va être capable de récolter dans des bonnes conditions à l'automne? Donc c'est ce qu'on a essayé de vous représenter ici, ce qu'on a essayé de répondre avec les précipitations automnales que je vous présente ici. Donc ce qu'on voit finalement, c'est que comme les précipitations durant l'été, les précipitations à l'automne ne vont pratiquement pas augmenter, vont rester assez stables. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que finalement, on va pouvoir profiter de cet allongement de la saison de croissance à l'automne et récolter finalement dans de bonnes conditions dans le futur. Puis donc, comme présenté finalement plus tôt dans la présentation, au niveau du premier gel à l'automne, finalement, il va être retardé de 10 jours dans le futur. Donc ça, c'est sûr que ça permet justement d'aller étirer un petit peu la période avec des cultures au champ. Donc ça peut être vraiment intéressant. Je vous représente également pour rappel la fin de la saison de croissance qui, comme le dernier gel, le premier gel automnal finalement, va être retardé de 9 jours. Donc on passe du 8 novembre en moyenne au 17 novembre en moyenne pour notre horizon 2050. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous les indicateurs pour la région de Chaudière-Appalaches. Donc, avant de finir cette présentation, je voulais juste faire un petit rappel sur l'évolution du climat pour la saison de croissance.
Donc on a vu finalement encore une fois une augmentation des températures. Donc ça se traduit à la fois par un allongement de la saison de croissance et de la période sans gel à la fois au printemps mais également à l'automne. Mais ça se traduit également par une augmentation des UTM, une augmentation également des degrés jour pour la région. Ensuite de ça, on a vu que malheureusement, cette augmentation des températures vient aussi avec quelques défis, notamment l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des journées chaudes dans la région. Et enfin, au niveau des précipitations, on a vu une certaine stabilité des précipitations en été et à l'automne, donc ce qui permet finalement de dire qu'il y aurait un potentiel risque d'aggravation du déficit hydrique pour la saison estivale en Chaudière-Appalaches. Donc voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses sur la région durant cette présentation. Puis je vous souhaite une très bonne journée.